Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'animer cette session sur la chirurgie de l'épaule. Je suis entouré d'un joli casting. Vous avez à ma gauche Alain Delbos qui travaille à Toulouse, le professeur Xavier Capdevila, que beaucoup de monde connaît, qui travaille à Montpellier. Nous avons Christophe Aveline à Rennes et puis Laurent Delaunay à Annecy. Voilà, donc là, comme vous le savez, l'intérêt d'une e-conférence, c'est l'interactivité. Donc vous avez des chats en bas de votre écran, vous écrivez, vous envoyez, et nous avons Maître Jochum qui est en backstage et qui s'occupe de m'envoyer toutes les questions que vous allez lui adresser. Donc je le remercie. Donc on va, comme vous le savez, vous allez avoir des quiz. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion lors des précédentes émissions de le voir. Les quiz vont apparaître à la droite de votre écran. Vous avez le temps d'y répondre tranquillement. Et à la fin de chaque petite conférence ou chaque débat, on verra les résultats en direct. Voilà, donc on va sans plus tarder donner la parole à Alain Delbos, qui va aborder un sujet sensible et qui a beaucoup évolué ces derniers temps sur dose, volume et concentration des cycles locaux. À toi, Alain. Merci, Luc. Excuse-moi, je te coupe la parole, c'est ma spécialité. Oui. Ça commence bien. Non, mais bon, il faut donner un peu de... Voilà, c'est vivant, hein, bien sûr. Donc, on va commencer par le quiz. Est-ce qu'un volume... Est-ce qu'avec 20 millilitres de Ropi, à 0,375, tu réalises un bloc interscalénique chirurgical? Voilà, donc vous avez tout le temps pour y répondre, hein, en gros 14 minutes. Alors, pour reparler des volumes, doses, concentration, la première des choses à dire, avant de parler de volume ou de dose, c'est de savoir où on injecte ces volumes et ces doses. Ce qu'il faut comprendre dans le sillon interscalénique, c'est qu'il faut rester un petit peu loin des fascicules. Et donc, la première des choses à dire, c'est qu'on va injecter dans l'espace de glissement qui correspond au sillon interscalénique, mais qu'on va volontiers laisser le plexus brachial un petit peu loin des injections. Alors, ce que l'on sait également, c'est que l'on n'a pas besoin de transpercer, de traverser, de contourner. Il suffit, et Lang l'a montré en 2012, d'avoir simplement sur un côté de l'injection, que cette injection diffuse longitudinalement le long du plexus brachial et qu'il n'y a absolument pas besoin d'injections importantes tout autour. Ensuite, vous le voyez en 2014, Albrecht a même montré qu'à 5-6 mm du plexus brachial, 6 mm du plexus brachial, ça suffit. 6 mm des fascicules, l'injection est suffisante pour avoir une efficacité totale. Et enfin, récemment, on voit bien que, surtout, on ne rentre pas à travers C5 et C6 dans ces zones qui sont très innervées, dans lesquelles il y a beaucoup de plexus brachial, plus que de tissu conjonctif, et on ne passe pas au travers entre C5 et C6. On ne va pas injecter, surtout pas là-dedans, ça n'apporte rien, les résultats seront les mêmes, et en plus, on va diffuser beaucoup plus à travers les structures adjacentes, avec les défauts que cela comporte. Alors maintenant, quel est le volume minimal efficace en un cycle local utilisé? Eh bien, on le voit en chirurgie. En chirurgie, c'est 7 ml de ropivacaïne à 0,75%. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 7 ml, mais ça veut dire qu'avant, on faisait 30 ml avec la neurostime. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, si à 15 ml, votre image est parfaitement claire au niveau de votre échographe, que vous avez une bonne sensation d'avoir entouré le plexus, que le produit a diffusé le long de l'espace en longitudinal, eh bien, il ne faudra peut-être pas essayer d'aller plus. C'est une dose minimaliste que l'on ne sait pas toujours bien faire. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est surtout de vous montrer que dans des petits volumes, on arrive quand même à réaliser son objectif. Il faut comprendre que le volume n'est pas un objectif en soi. On ne dira plus je vais faire 15, 20, 30 ou 7. Eh bien, on injectera jusqu'au moment où on considère que son bloc paraît parfaitement adapté à la situation. C'est-à-dire que le produit a parfaitement bien diffusé le long du sillon interscalénique entre C5 et C6. Alors en analgésie, vous le voyez, on baisse encore plus et on arrive à 3,6 ml. C'est la même idée, c'est extrêmement difficile de faire 3,6, mais c'est simplement pour vous dire qu'avec 15 ml un cycle local, il y en aura largement assez si votre image est correcte.
Alors maintenant, les concentrations. Eh bien, les concentrations minimales effectives dans les cyclolocales, c'est pareil en gros pour tous les nerfs. La première des choses qu'il faut comprendre, la lidocaïne, 0,93%, on est efficace chirurgicalement. Chez nous, personne n'a l'idée d'utiliser de la lido à plus de 1%. Personne n'a l'idée d'utiliser de la mépivacaïne à plus de 1% pour de la chirurgie. La bupi, c'est pareil. Personne chez nous n'a l'idée d'utiliser de la bupivacaïne supérieure à 0,25% pour faire de la chirurgie, y compris de la prothèse, y compris des ligamentoplasties genoux. Pareil pour la ropivacaïne, vous voyez, 0,257%. De la 0,375 est largement suffisante pour tout et aucun d'entre nous ne fait plus que de la 0,375, c'est-à-dire la ropi divisée en deux. Pourquoi il faut baisser les concentrations? Il faut baisser les concentrations parce qu'on le sait aujourd'hui. Le produit le plus neurotoxique qu'on injecte au contact des nerfs, eh bien, c'est bien l'anesthésique locale. Et plus vous augmentez la concentration, plus vous augmentez le risque de neurotoxicité et de lésions cellulaires. Et enfin, pour conclure, on ne parle plus non plus de volume, vous l'avez vu, le volume adapté, c'est le volume dont vous allez avoir besoin pour réaliser le bloc. La concentration, oui, on va la baisser à son maximum possible. Autrement dit, 0,25 pour la ropi, 0,375, 0,25 pour la bupi, 0,375 la ropi, 1% pour la mépi, la lido. Mais, moyennant quoi, eh bien sûr, vous le voyez, on va avoir 2-3 heures de différence de durée de ces volumes en baissant en particulier les concentrations. Et c'est là qu'on va dire, mais 2-3 heures, finalement, on va tellement gagner en paresthésie, dysesthésie, en problème par la suite, en neurotoxicité, que oui, il vaudra mieux, après avoir utilisé ces concentrations très basses, utiliser des adjuvants. Et c'est Xavier qui nous en parlera tout à l'heure, pour réaugmenter la durée de ces anesthésiques locaux. Eh bien, merci pour cet excellent exposé didactique, des points clés. On a vu ça dans toutes les diapos, c'était vraiment parfait. J'ai la première question, évidemment, qui me vient, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on doit parler de dose. Hein. La dose, c'est la quantité d'anesthésique locale qu'on va déposer sur le nerf. Alors oui, la dose, c'est une notion un petit peu compliquée parce qu'en fait, aujourd'hui, on a toujours parlé des volumes. Finalement, on a passé sous silence tout le reste pratiquement et presque la concentration. La dose, c'est volume-concentration. Finalement, ce que l'on maîtrise le mieux, c'est la concentration. Parce que dès le départ, on va la fixer, cette concentration. Et on va dire, eh bien, nous, on dit, par exemple, jamais on fera un bloc chirurgical avec plus de 0,375 de ropivacaïne. Donc celle-là, vous allez la fixer. Le volume, on ne va pas le fixer. Parce que sur un bloc périphérique, ce volume, il va dépendre de vous, de votre technicité, il va dépendre du patient, il va dépendre de l'écogénéicité. Et donc, en fonction de ça, ce volume va varier. Et cette variation de volume et de concentration va donner une dose finale dans laquelle, effectivement, la dose est l'élément important du débat. Mais il faut savoir que dans le volume, cette augmentation de volume, elle est très importante au début, c'est-à-dire quand on part dans des tout petits volumes. Mais dès qu'on arrive au volume suffisant pour bloquer, on peut augmenter les volumes indéfiniment, ça ne changera plus rien. Parce que ce n'est pas un réservoir. Une fois qu'on a bloqué 2-3 nœuds de Ranvier, c'est fini. Le volume est atteint, le volume est acquis et on n'en parle plus. On voit dans la diapositive, je crois la deuxième ou la troisième, qu'on réussit un bloc interscalénique avec 7 ml de 0,75. Oui. J'espère que pour tous les éditeurs c'est clair. Oui. 7 ml égale 14 ml de 0,375. Absolument. Or, c'est je pense le volume aujourd'hui qu'on fait dans notre pratique quotidienne. Absolument. Donc c'est pour ça que ces histoires de volume... On est tout à fait d'accord. Ouais, voilà, ça, bon. Mais tu peux fixer ta concentration et voir après le volume qui t'est proposé. Parce que finalement, avec 10 millilitres, si véritablement tout est parfaitement longitudinal, que toute ta diffusion a été organisée, tu sais qu'avec 7 millilitres, tu vas avoir une vraie diffusion autour du plexus brachial. Donc si toi, avec 10-12 millilitres, eh bien, tu as vu que ça se passait très très bien, eh bien, tu restes et tu persistes avec tes volumes minimalistes. Justement, Xavier, je pense que tu as même à répondre à cette question, car c'est, je crois, un des premiers travaux qui a été fait sur la notion de dose et de durée. Exact, oui. C'est un vrai sujet, ça aussi. Alors c'est un vrai sujet, dans le sens où Alain l'a rappelé à la fin de son exposé, c'est que globalement, on a un prix à payer. Hein, si on diminue la concentration et donc on diminue de facto la dose.
Le prix à payer, c'est évidemment de diminuer la durée du bloc. Alors la durée du bloc anesthésique et la durée du bloc analgésique. On l'avait montré à une certaine époque sur des recherches qu'on avait fait. Mais clairement, c'est important. Alors, ce que je veux dire, c'est que la vision aussi, c'est que les gens ont l'habitude de travailler sur les volumes. Il faut leur dire, vous avez raison, continuez à travailler sur les volumes. Parce qu'ils parlent de compartiments, parce qu'ils parlent d'atteinte globale au sein d'un plexus. Mais en même temps, attention, parlons aussi des doses, comme l'a rappelé Alain, et des concentrations. Et une fois qu'on a ça dans la tête, clairement, après, qu'on parle de volume, qu'on parle de concentration, de toute façon, c'est la dose qui compte. Absolument. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un... Alors, je peux donner déjà les résultats du quiz. C'est parfait. 87% ont répondu qu'avec 20 ml de 0,375, ils pouvaient faire un bloc interskill chirurgical. Formidable. C'est formidable. Voilà. Je crois que là, la chose, c'est vraiment génial. Donc, alors, il y a un sujet, évidemment, sous échographie, on voit la diffusion. Donc là, je pense que chacun est d'accord avec ça. Et donc, tu vois la diffusion, tu as tendance, quand tu as vraiment une belle diffusion autour des racines, à diminuer les volumes. Est-ce que vous avez l'habitude d'adapter, ou systématiquement, vous mettez par exemple vos 15 ou les 20 millilitres dont vous avez l'habitude, ou au contraire, quand la diffusion est vraiment de qualité, vous arrêtez à ce moment-là? Je crois qu'effectivement, Alain a répondu à la réponse. Il a dit qu'on injecte en suivant en direct la diffusion le long du plexus. Donc une fois qu'il a réagi, qu'on a vu qu'on a l'ensemble des racines bloquées, on a fait 5, 7 ou 10, c'est fait, on s'enlève. Et c'est souvent 5 millilitres qui correspond à 5 millilitres, on a déjà tout rempli quasiment. Ce qui est vrai. Les 7 et 8 millilitres, c'est vraiment pour donner quelque chose. Mais à 5, j'ai du mal, et Philippe Gauthier l'avait montré sur les coupes IRM de reconstruction 3D, de moins de 15, avec 5 millilitres, on a une efficacité analgésique qui dure 8 heures. Je sais pas ce que vous faites vous, mais moi, moins de 15, j'y arrive pas. Oui, c'est souvent vrai, mais sauf si tu as une très belle image, mais il faut accepter l'idée d'une très belle image. Non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On avait fait des dissections, donc en injectant 5 millilitres au niveau cette fois, assez bas, au niveau de la racine supérieure de C5, C6, et 5 millilitres, on noyait tout, il n'y a pas de souci, on remontait même jusqu'au phrénite, mais on en parlera peut-être après. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. 0,375, c'est pas 5 millilitres de 7,5. Donc la durée de ton analgésie. Oui, après c'est sur la durée, mais sur la durée, sur l'extension. C'est le prix à payer, sur la durée, le prix à payer est léger quand même. Ah bon c'est-à-dire c'est 2-3 heures, c'est tout. Alors que si tu utilises les adjuvantations, tu vas gagner 10 heures inversement, tu vois. Donc c'est pas là, ou du cathéter, peu importe, avec des cathés, etc. Tu vas avoir d'autres moyens de prolonger la durée que d'utiliser des concentrations élevées. D'autant plus qu'on est capable de pouvoir, en réduisant l'anesthésie locale, la toxicité quand même de tout ce, comme tu l'as dit, c'est l'anesthésie locale. Évidemment. Donc en fait, en réduisant la dose initiale, peut-être après on a une analgésie. Oui, je voudrais quand même rajouter un petit point qui me semble important, qui a été évoqué mais très rapidement par Alain. C'est qu'on est dans la région interscalénique et on sait bien que de proximal par rapport à distal, on a une augmentation du tissu conjonctif qui se fait progressivement. Et là où il y en a le moins, c'est au niveau, et ce qui explique, et ça c'est important, qu'il n'est pas nécessaire d'aller se coller sur la structure nerveuse parce que ça diffuse très bien et qu'il y a très peu de tissu conjonctif. Et plus on va en périphérie, et plus il y a de tissu conjonctif, et plus il va falloir adapter avec l'exemple ultime qui est le nerf sciatique, où là on est obligé vraiment de s'approcher vraiment dans l'intimité du nerf. Donc je pense que c'est important quand même de rappeler qu'effectivement, on est dans une zone un peu particulière, qui est la région interscalénique, où il y a effectivement peu et qui permet, et en plus les racines sont plus fragiles parce qu'elles n'ont pas de ces structures de conjonctif. Mais là aussi, tu vois, même en distalité, le volume ne sera plus fixé. On va regarder 3-4 cm au-dessus de l'injection, 3-4 cm en dessous de l'injection, et on ne va plus parler de volume, mais de diffusion adaptée à la situation. Et juste pour finir un volume, il y a un papier qui montrait qu'avec 15 cc, on a 13% de péridurale si on met des gros volumes en interscalénique. Absolument. Alors, j'ai quand même des questions. Il y en a une qui, évidemment, va nous poser des petits problèmes, mais elle est vachement intéressante, et c'est la vraie vie. Quel est l'intérêt de l'association MEPI plus ROPI? En gros, les mélanges. Là, je crois que c'est un sujet extrêmement compliqué. Je ne suis pas sûr qu'autour de cette table... Non, mais c'est un sujet qui est peut-être plus adapté aux membres inférieurs qu'aux membres supérieurs. Mais Mazoa, pendant des années, on fait pas. Oui, tous les papiers internationaux, il y a des mélanges. On ne diminue pas la toxicité parce qu'on a fait des mélanges. Voilà, ça, c'est la première chose à rappeler. T'as raison. Après, le reste, c'est exactement. Peu importe, c'est beaucoup moins important. On est d'accord. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre ça. C'est pas parce que vous avez pris 15 cc de Naropen 7,5 et 5 cc de Mepivacaine 2 que vous avez de la 5 mg. Donc ça, c'est important parce qu'en termes de toxicité, elle est conservée. Après, le reste,
Deux autres choses à dire. On peut gagner peut-être un tout petit peu dans le délai d'installation. Mais franchement, maintenant, il y a des salles de pré-anesthésie, etc. Ce n'est pas le débat. On peut gagner également en faisant un mélange dans l'augmentation de la qualité du bloc sensitif et en utilisant des très basses concentrations dans les cyclocos de longue durée, de permettre un bloc sensitif sans bloc moteur. À la ROPI, c'est 0,125. Quand on commence à utiliser une dilution qui ramène la ropivacaïne à 0,125, on va avoir une analgésie sans bloc moteur, mais là aussi au prix d'une diminution de la durée, bien évidemment, qu'il faudra compenser, d'où les cathéters, d'où les adjuvants, d'où etc. Je vous dirais bien quand même qu'il a raison Alain, mais de temps en temps, ça nous tous est arrivé d'être à la bourre. Oui, voilà. Et puis là, je vous avouerai que moi, je rajoute 3-4 cc. Écoutez, on va. Je pense qu'on pourrait passer quasiment l'heure sur le sujet, tellement qu'il est formidable. On va passer la parole à Xavier. Avant de lui donner la parole sur comment je prolonge mon bloc, c'est un sujet absolument majeur en ce moment, je vais donc vous lancer le quiz numéro 2. Qui est, existe-t-il une technique pour assurer 48 heures d'analgésie post-opératoire en dehors du cathéter? Ça, c'est un super sujet. C'est un quiz qui est vraiment, à mon avis, les réponses doivent être excellentes. Donc, on va voir tout ça. À toi la parole. Bien, écoutez, alors, clairement, pourquoi finalement on doit prolonger l'analgésie qu'on fait lorsqu'on a une chirurgie d'épaule? Alors, on va essayer de répondre à ça. Pourquoi? Première chose, parce que on va prendre par exemple l'exemple de la prothèse. Là, c'est l'exemple de la prothèse d'épaule. Vous avez quoi ici? On se rend compte que si on veut permettre à un patient non seulement d'avoir une analgésie de qualité, mais également une possibilité de mobilisation comme le chirurgien le veut. C'est-à-dire, vous avez dans cet exemple très clairement soit l'élévation de l'épaule, soit la rotation externe. Et cette étude du groupe de Brian-Hilfeld est très claire. C'est une étude classique. D'un côté, on a le cathéter. De l'autre côté, on n'a pas de cathéter. Pas de cathéter, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment que les patients ne sont pas laissés avec du sérum salé. C'est simplement qu'ils ont une PCA morphine à leur disposition. Qu'est-ce qu'on voit? On voit à 24 heures, 48 et 72 heures. Ici, vous avez le schéma à la 72e heure. On voit clairement que l'élévation, par exemple, de l'épaule dans le groupe en PCA morphine, c'est le groupe en grisé, est extrêmement difficile à obtenir chez les patients, alors que les patients qui ont un cathéter peuvent le faire. Et la rotation externe, c'est encore pire, puisque vous voyez qu'à peu près moins de 20% en valeur moyenne des patients qui ont la PCA morphine sont susceptibles de réaliser ce que le chirurgien veut, c'est-à-dire cette rotation externe potentielle pour améliorer la réhabilitation de l'épaule. Donc clairement, on voit qu'il faut prolonger cette analgésie. Ah. On va nous la passer. Qui nous la passe? Est-ce que je fais? Ah, c'est quoi? Oui, d'accord. Deuxième chose, c'est que la vision, elle est de dire, OK, on essaye de voir si, depuis cette approche qui a été montrée par le groupe de Brian-Hilfeld, on a une possibilité de regarder si l'infiltration locale peut également aussi nous permettre de faire aussi bien que le cathéter brachial plexique en interscalénique. Et vous avez encore ici une étude assez claire qui est sortie l'année dernière sur de la chirurgie prothétique d'épaule, où clairement, lorsqu'on regarde les valeurs d'échelle visionalogique de douleur, indéniablement, il n'y a pas photo, l'infiltration locale n'est pas capable de réaliser ce que réalise le bloc interscalénique en termes d'intensité douloureuse dans le post-opératoire. Vous voyez que les différences sont relativement sensibles, et en tout cas significatives. Et puis, lorsqu'on regarde la consommation d'opiacés, bien évidemment, là aussi, vous avez une consommation d'opiacés qui va de 24 à 3 jours, qui évidemment est très inférieure dans le groupe qui a reçu le cathéter interscalénique. Alors vous allez me dire, oui, mais vous parlez essentiellement de prothèse d'épaule, alors que la chirurgie de l'épaule, c'est pas que la prothèse d'épaule. Alors là, je vous l'accorde, vous avez tout à fait raison, sauf qu'il faut attendre 2017 et un papier de janvier qui vient de sortir, qui est extrêmement intéressant, qui nous dit, voilà, c'est de la chirurgie arthroscopique. Donc là, forcément, ça vous touche, la chirurgie arthroscopique d'épaule, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et puis là, on reprend tout, c'est-à-dire les blocs nerveux, donc évidemment l'interscalénique, qui est au centre des débats, l'analgésie multimodale par voie orale classique, l'infusion subacromiale, la cryothérapie, etc. Donc les choses un peu classiques qu'on peut faire lors de cette chirurgie arthroscopique.
Eh bien là, pas photo non plus. Le bloc interscalénique est considéré comme étant de loin la meilleure méthode, même pour de la chirurgie arthroscopique, si on doit à la fois générer une bonne analgésie et une prolongation de cette analgésie avec des adjuvants éventuellement dans le post-opératoire. Alors justement, les adjuvants, parlons-en. Alors vous savez que globalement, le bloc interscalénique, c'est intéressant surtout si on le prolonge. Donc on prolonge le bloc interscalénique avec des anesthésiques locaux et avec un cathéter. Ceci dit, vous savez également qu'on peut utiliser des adjuvants. Alors les adjuvants, quels sont-ils ? Il y en a beaucoup. On va essayer de se centrer sur 2 adjuvants qui ont plutôt en ce moment le vent en poupe. Le premier, c'est la dexaméthasone. Alors cette dexaméthasone, qui est un corticoïde évidemment, vous savez qu'on peut l'utiliser par voie intraveineuse ou par voie périneurale. Donc le premier papier qui véritablement a mis la dexaméthasone au centre de la cible est le papier de Matthias Desmet en Belgique, l'équipe de Mark van de Velde, et qui nous avait clairement montré que lorsqu'on utilisait de la dexaméthasone intraveineuse ou périneurale à des doses de 4 à 8 mg et on comparait ça à un groupe placebo, eh bien clairement, vous voyez, la durée d'analgésie était beaucoup plus longue dans le groupe dexaméthasone. Si on regarde maintenant ce qui se passe en termes de méta-analyse, et là j'ai deux diapos, la méta-analyse, on voit que la dexaméthasone périneurale, clairement, et c'est ce qu'on voit sur la gauche de la diapositive, prolonge l'analgésie. Pas photo, clairement. Alors on a en gros, avec la dexaméthasone, et on parlera peut-être des doses dans la discussion, aux alentours de 18 à 24 heures en gros d'analgésie avec la dexaméthasone. Le petit problème, en tout cas, qu'on retrouve dans les méta-analyses, les 2 qui ont été publiés, c'est également une prolongation dans la dexaméthasone périneurale, on est bien là dans la périneurale, du bloc moteur. Et ça, le bloc moteur peut entraîner éventuellement un certain nombre de problèmes chez les patients. Et donc, il faut simplement avoir ça en tête. Alors, le deuxième adjuvant, qui est moderne, c'est la dexmédetomidine. Vous savez que la dexmédetomidine, c'est le Dexdor. Vous savez qu'en France, on l'utilise essentiellement dans la réanimation pour la sédation. C'est un alpha-2 agoniste. Et vous savez que c'est également, c'est l'équivalent de la clonidine, si vous voulez, avec un peu moins d'effet cardiovasculaire. Et c'est utilisé également par voie périneurale. Vous le voyez ici dans cette méta-analyse qui vient de sortir. Et là, clairement, bloc analgésique et bloc moteur également prolongé. Donc le bloc analgésique, tant mieux pour tout le monde, mais surtout pour le patient. Le bloc moteur, je n'oserais dire tant pis, mais clairement, là aussi, une prolongation du bloc moteur. Donc vous voyez que tout n'est pas connu et tout n'est pas réglé dans ce problème. Les adjuvants analgésiques sont quelque chose qu'on est en train d'utiliser et d'étudier en ce moment. Il va falloir encore un certain nombre d'études pour essayer de classer vraiment leur utilité. Eh bien, merci. On va évidemment tout de suite attaquer ce sujet parce que c'est le Graal de tous, au bout du compte. Un bon anesthésiste, il a envie que ses patients ne souffrent pas, et les 48 heures, bien sûr, tout le monde aimerait pouvoir les couvrir. Donc la première question, c'est que j'ai l'impression, en tout cas en France, là je ne sais pas dans les autres pays qui nous écoutent, mais en France, il y a eu un mouvement de balancier. C'est-à-dire qu'on a eu tout cathéter, on a été très à la pointe, cathéter en ambulatoire. Ensuite, on est passé avec l'échographie, comme c'était difficile, beaucoup d'équipes ont commencé à faire baisser les cathéters, et c'est vrai que la chirurgie a changé. Bien sûr. La chirurgie a changé. Et puis il y a eu un balancier, paf, avec la dexaméthasone dans énormément d'équipes. On s'est dit, on ne met plus de cathéter du tout. Et puis là, on revit, je dirais, une espèce de retour, on recentre les indications. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, à toi bien évidemment, mais à tous, dans votre pratique aujourd'hui, vous réservez les cathéters, donc les 48 heures vraies de recherche analgésique, à quel type de patient ? Je crois que la question que tu poses, elle est excellente. C'est simplement, je dirais, le parcours d'une vie. On est là un petit peu à la vie adulte, c'est-à-dire qu'on a les choix. Et les choix, être adulte, c'est assumer ses choix. Et donc là, clairement, on est sur une vision claire qui est de dire, à quel moment on doit promouvoir chez un patient 48 à 72 heures d'analgésie. C'est ça. C'est ce qu'on voit classiquement dans tous les travaux qui parlent par exemple de la chronicisation douloureuse, etc. On dit qu'il faut 72 heures d'analgésie. Donc clairement, actuellement, le cathéter, c'est l'utilisation pour moi formelle dans ces chirurgies-là. D'accord. Ces chirurgies-là, globalement, c'est quoi pour l'épaule, puisqu'on est là centré autour de l'épaule? Bien sûr. C'est la prothèse d'épaule. D'accord. Et c'est la coiffe des rotateurs, un tantinet compliqué qui nécessitera, d'après moi, un cathéter. Après, les autres types de chirurgie. Est-ce que tu fais des coiffes en ambulatoire ?
Alors les coiffes en ambulatoire, non, chez moi, on ne les fait pas. Pour l'instant, on fait l'acromio, mais les coiffes, non. D'accord. Chez vous, alors? Toi, je crois que c'est un peu différent, Alain? Oui, non, mais là, il n'y a pas tellement d'opposition sur Non, le non, débat. il y a Je bien crois sûr que que non. finalement, chacun va utiliser, comme d'habitude, en fonction des chirurgiens avec qui il est, en fonction des Exactement. collègues avec qui il Bien travaille, Bien sûr. en fonction de l'environnement général et des patients, les outils qu'il a à disposition. Soit les blocs uniques avec adjuvantation, soit le cathéter, soit de l'analgésie balancée si vraiment tout est coincé, ou de l'infiltration. Mais je crois que tout ça est ouvert en fonction de chacun. Si je me réfère donc à notre expérience, et tu as très bien parlé des mouvements de balancier, à l'époque où on parlait du tout cathéter, y compris pour des chirurgies mineures de l'épaule, nous on avait fait une évaluation chez nous, et on s'était rendu compte que les patients qui bénéficiaient le plus des cathéters, c'était donc les coiffes, comme l'a dit Xavier, les coiffes et les prothèses d'épaule, et on en a mis à ce moment-là. Et puis on a continué, et même maintenant, donc avec les nouveaux additifs qui permettent de prolonger, on voit bien qu'on dépasse difficilement les 24 heures en moyenne. Oui, c'est ça. Et pour une chirurgie dont on sait qu'elle va durer plus de 24 heures, eh ben, c'est un cathéter. Et c'est un cathéter. Moi, pour l'avoir vécu à titre personnel, le bloc moteur, c'est très inconfortable. Oui. Et avec un cathéter, on peut diminuer, on peut arrêter, on peut reprendre. Et on continue toujours maintenant à utiliser les cathéters pour ces deux types de chirurgie de façon tout à fait... et puis avec des évaluations, je dirais qu'on fait régulièrement, puisqu'on a... On a la chance d'avoir des moments où on regroupe des grosses séries de patients pour un congrès organisé par le chirurgien. Ça nous permet de refaire une petite mise au point quand on a 10 d'un seul coup. Alors, et de voir où on en est. Attendez, j'ai tellement de questions, elles sont hyper pertinentes, je suis désolé, faut qu'on avance. Oui, tout à fait, j'ai vraiment des très très bonnes questions qui arrivent de partout. Toxicité de la dexaméthasone par voie périneurale. Quelqu'un peut répondre à cette question? Alors, moi, je peux répondre. Oui. Je peux répondre parce que j'ai eu des complications à partir du moment où j'ai introduit la dexaméthasone. Et en fait, en reprenant la littérature, en regardant ce qui se passait, et je crois que ça a été dit, je crois que par Alain, le produit qui est réellement toxique et neurotoxique, c'est l'anesthésique locale. Et je dirais que il y a des papiers in vitro qui montrent que même à la limite, ça serait plutôt protecteur. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut raison garder. On n'a aucun élément pour dire qu'on a une toxicité de la dexaméthasone propre. On aurait plutôt des éléments qui peuvent dire qu'on peut l'utiliser. Alors, le plus important, c'est de diminuer les concentrations. Alors, dans votre pratique, là, parmi nous, les attendez. quatre, qui c'est qui en fait? Bien sûr. Des qu'on en fait. périnurales. Dire simplement quand même Bien sûr que qu'on en fait. si l'on en fait, ce n'est plus les doses d'avant non plus. Bien sûr. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tout à fait. on a Faut parler des doses beaucoup que tu vas diminué les administrer. doses Faut parler des doses d'hexaméthasone. que tu vas On est maintenant à 2 mg d'hexaméthasone Ouais, sans c'est ça. aucune difficulté en périneural. En périneural. Alors qu'avant, on était à 8 mg. Et donc avant, on utilisait 8 mg et la Ropi à 7,5. Aujourd'hui, on utilise de la Ropi à 0,375 et 2 mg d'hexaméthasone. C'est pas du tout la même chose sur le plan de la Et ça neurotoxicité. précipitait. Et en plus, ça précipitait. Ah oui, ça c'est Enfin, c'était dramatique. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. Alors pour reprendre effectivement, la prothèse d'épaule a systématiquement le cathéter. Ouais. On parlait Sûr. des coiffes compliquées. Et un autre, c'est les traitements conservateurs de l'épaule. C'est Oui. des patients qui viennent Oui. pour de la chirurgie, on va dire non pas fonctionnelle, mais malheureusement de la réhabilitation ou Oui. des Oui. séquelles T'as raison. traumatiques. Et Bien ces sûr. patients-là, il ne faut pas les négliger. Il faut Non, leur non, proposer c'est un important. cathéter T'as raison. parce qu'ils vont avoir une rééducation. Sauf Exact. que nous, on leur tunnelise, le cathéter est tunnelisé et laissé plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ok. J'ai une autre question qui est pertinente. Peut-on associer les adjuvants et est-ce qu'il y a une potentialisation de l'ensemble de ces adjuvants? Oui, on peut. Alors, on peut, oui. Ça, on c'est peut- sensible. Hein. C'est sensible. C'est Alors tout de suite, on ça, peut hein. associer Tout de les suite. adjuvants. Alors franchement, le truc, on peut associer les adjuvants. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que quand on associe les adjuvants, on augmente encore la qualité de l'analgésie, la durée de l'analgésie. La qualité pas forcément d'ailleurs, mais la durée de l'analgésie, c'est sûr. Pour autant, il y a aussi des études qui montrent qu'il n'y a pas tellement de différence. Et la dernière qui est sortie dans BMC Anesthesiology montre qu'il n'y a pas de différence lorsqu'on associe un alpha-2 agoniste, de la dexaméthasone. Donc globalement, on a des pour et contre. Alors après, est-ce que l'accumulation des adjuvants entraîne plus de toxicité? Ça, après, c'est une question qu'il faudrait se poser. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. C'est le futur. Ouais. C'est le futur. Alors, on n'a pas parlé de l'Exparel, mais on sait que l'expérience n'est pas très bonne. Ouais. Il y a sûrement un petit avenir. Tu peux nous dire 30 Bah, secondes 30 là-dessus? secondes, oui, il y a un avenir, effectivement. Pour l'instant, l'Exparel, pas vraiment, parce qu'on sait qu'il y a un bloc sensitif avec un bloc moteur qui peut être imprévisible, et donc ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu problématique. Il y a des saccharoses, il y a des PEC PLA qui arrivent.
Ça va arriver dans les, Ça dans les, bouge. dans les 3-4 ans, on va avoir des choses qui vont arriver. Bon, ça c'est super. Le résultat du quiz est étonnant. Ah bon. Et ça j'adore. Ouais. Et c'est toujours le plaisir ça du live. On est sur le oui pour le cathéter pour 48 heures, donc uniquement dans 43%. D'accord. Et il y en a 57% qui pensent que non. Alors D'accord. peut-être que c'est vrai qu'il y a des cathés qui tombent, peut-être qu'il y a des raisons, mais Sans doute. c'est intéressant. Mais c'est intéressant, hein, c'est comme intéressant. réponse. C'est intéressant. Alors, on aurait pu là, c'est pareil, rester quasiment 3 quarts d'heure sur ce sujet. On va donc maintenant passer à un sujet un peu sensible. C'est la place de l'ALR. Hein, tu vas avoir cette délicate tâche de nous parler de tout ça. Chez l'obèse et l'insuffisant respiratoire chronique, parce que ça, c'est la vie de tous les jours. Et donc, écoute, Tu lances le quiz? Bien sûr, je vais lancer le quiz. Tu as complètement raison. Donc là, on va. Le quiz, c'est la réduction du volume d'anesthésique local supprime, j'ai bien dit supprime, la paralysie du nerf phrénique. Voilà, vous avez 10 minutes pour répondre à cette difficile question. Bien, merci. Merci Luc. Donc, quand on parle d'obésité et d'insuffisance respiratoire, il faut d'abord qu'on reprécise un petit peu le cas nosologique de ces patients. Il y a d'abord ce qu'on appelle le syndrome d'hypoventilation et d'obésité qui est présent, qui peut tout concerner 20 à 30% des obèses dans la vie au quotidien, qui a une définition essentiellement gazométrique avec une hypoxie et une hypercapnie diurne en particulier, sans autre cause sur le plan restrictif, avec une réponse à l'hypercapnie réduite. 90% de ces patients ont aussi un syndrome d'apnée du sommeil, qui en soi est un cas nosologique différent, puisque c'est beaucoup plus fréquent et souvent méconnu d'ailleurs. C'est la définition des syndromes d'apnée du sommeil et c'est une polysomnographie associée donc aussi à l'index de désaturation. Presque 30% des gens qui ont une apnée du sommeil sont aussi des gens qui ont un syndrome d'hypoventilation lié à l'obésité, donc le comportement restrictif de ces patients. La troisième entité, c'est ce qu'on appelle l'overlap syndrome, qui correspond en fait à un phénotype qui partage les BPCO évolués avec des troubles ventilatoires et des troubles du sommeil qui ressemblent aux apnées du sommeil. Ces patients ont une particularité, c'est qu'ils ont une hypoxie nocturne importante, souvent des obèses tabagiques, et la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire souvent méconnue. Enfin, la définition de l'insuffisance respiratoire, c'est de l'hypoxie avec ou sans hypercapnie et des signes cliniques. Nous l'avons vu tout à l'heure, la capsule, toute la chirurgie de l'épaule au niveau sensitif, c'est la capsule articulaire antérieure, donc c'est C5, C6, avec le nerf subscapulaire, le nerf axillaire et un nerf pectoral latéral pour la partie antérieure. La capsule articulaire postérieure, c'est le nerf suprascapulaire et le nerf axillaire. On retrouve le nerf suprascapulaire, le subscapulaire, suprascapulaire et le pectoral latéral pour la composante musculaire et ligamentaire qui coiffe cette épaule. Les téguments n'apparaissent pas ici, c'est le bloc, c'est le plexus cervical avec en particulier le nerf supraclaviculaire. Quand on réalise un bloc interscalénique, je dirais à l'ancienne, avec ou sans échographie, en particulier en voulant délibérément aller au contact, voire entre C5 et C6, on aura 100% de bloc du nerf phrénique, et ceci quelle que soit la dose et le volume qu'on pourra utiliser. Avec une réduction de la spirométrie moins importante, puisqu'effectivement le poumon contralatéral va essayer de compenser en tout cas cette altération du côté du bloc interscalénique. Quand on fait une injection, comme Palais l'a montré, extrafasciculaire, c'est-à-dire qu'en respectant les racines nerveuses, se mettant à distance, on a une moindre altération spirométrique, on se rapproche de ce qu'on retrouve en post-opératoire d'une chirurgie conventionnelle sous anesthésie générale sans bloc, et une paralysie néphrénique qui atteint 13%, mais ce n'est pas 0%. Quand on parle d'autres alternatives, il y a une étude qui a été faite, qui a été citée tout à l'heure, avec une étude où quand on fait des doses de 3 à 4 millilitres au contact de la racine C7, il n'y a pas d'effet ventilatoire authentifié avec les ultrasons, c'est-à-dire avec une échographie réalisée du côté du bloc interscalénique. Mais dans cette étude, il y avait un cathéter qui était positionné et à H12, H24, on retrouvait une altération modérée de la fonction ventilatoire. Les blocs supraclaviculaires s'accompagnent quasiment dans 100% des cas d'une extension au nerf phrénique, excepté une situation où on injecte dans le corner pocket, c'est-à-dire au contact de la première côte, près du plexus brachial, et en associant aussi le nerf suprascapulaire, où on n'a pas de parésie du nerf phrénique homolatéral. C'est une étude, c'est Rennes, c'est le même qui a fait l'étude avec le bis en C7. Enfin, le bloc, on va dire, de secours que sont les blocs de nerf suprascapulaire associés au nerf axillaire, difficiles de réalisation, en tout cas ne donneront pas d'extension au nerf phrénique,
Ça n'a pas été démontré, mais il est évident que vu la distance et la distalité de la ponction, on n'aura pas d'effet sur le nerf phrénique. Ne pas oublier que refuser un bloc interscalénique chez un patient BPCO non décompensé, non assistance respiratoire ou apnée du sommeil appareillée est peut-être une erreur au quotidien. En effet, si vous, dans cette étude qui est déjà assez ancienne, les auteurs ont évalué l'aspirométrie, mais aussi l'évolution du diaphragme homo et contralatéral. Vous avez deux groupes de patients, des patients qui ont un bloc interscalénique et un cathéter, et vous avez un groupe de patients qui ont le bloc en injection unique et des opiacés par voie intraveineuse. Regardez un petit peu, bien sûr du côté du bloc, on a manifestement un bloc interscalénique prolongé, mais à H24, H48, les opiacés vont altérer la cinétique du diaphragme contralatéral alors que le cathéter l'a préservé. Pour terminer, en reprenant le cas nosologique de nos patients, à partir du moment où on a une BPCO stabilisée, une apnée du sommeil appareillée, non décompensée ou un sombre restrictif modéré, il est tout à fait raisonnable, sous échographie, en respectant les fascicules et en utilisant des petits volumes, de proposer un bloc interscalénique. Le bloc suprascapulaire axillaire est une alternative plus difficile. Toute autre situation expose à une imprévisibilité de l'évolution du nerf phrénique et de la spirométrie, et à ce moment-là, les patients ne seront pas éligibles probablement au bloc interscalénique, évidemment, a fortiori au cathéter. L'alternative du bloc suprascapulaire et axillaire est une possibilité, moins efficace sur le plan analgésique qu'un bloc interscalénique, c'est évident, associé en particulier à une technique opioïde free anesthésia, même si ça reste à déterminer dans ce contexte. J'insiste sur une chose, les blocs c'est sous échographie, mais l'échographie c'est aussi en post-opératoire, qu'ils aient ou pas eu un bloc interscalénique, regardez la cinétique du diaphragme en mode M, homo et contralatéral, ça permettra de proposer aux patients une ventilation positive post-opératoire en position assise qui permettra de passer le cap des premières 24 heures et même 48 heures. Eh bien, merci. On va bien sûr rentrer dans le vif du sujet. Là, ta dernière phrase m'interpelle. Tu te sers de la cinétique du diaphragme régulièrement ? En post-opératoire, la cinétique, oui, est faite. Oui, tout à fait. On fait de l'échographie en mode la course du diaphragme. La course traumatique qui est faite. On fait vous le faites aussi, vous ? Mais qu'ils aient ou pas de bloc, c'est une prendre les excellente micros, manière de voir les choses et on a une répercussion importante. Donc, les opiacés sont vraiment un vrai problème en post-opératoire et ces patients BPCO évolués ou insuffisance respiratoire vont payer le prix des opiacés que vous mettrez parce que vous n'avez pas proposé probablement une efficacité analgésique alternative. Donc vous faites qui pose des cathéters, ou en tout cas qui fait des blocs aux patients insuffisants chroniques autour de cette table-là ? Oui, moi ça m'est arrivé, oui, à partir du moment. Alors c'est quoi tes critères ? Parce que c'est difficile de définir, c'est vraiment au cas par cas. Moi je le fais pas. Mais c'est un patient BPCO. N'a pas forcément dès l'instant qu'il y a une diminution significative du VEMS, enfin qu'il y a un retentissement respiratoire net. Bah oui, effectivement, tu as intérêt peut-être à aller rechercher une alternative, mais un patient BPCO, qui est bien équilibré, bien traité, non, on a fait sans aucun problème. Ce que j'ai voulu dire dans la dernière diapo, c'est qu'effectivement, vous avez un BPCO stabilisé, appareillé, la gazométrie est importante. Si vous avez une hypoxie ou une hypercapnie de base, ce sont des patients qui vont avoir des complications liées à la paralysie phrénique unilatérale. Donc la spirométrie est une chose, la gazométrie est importante, en particulier pour les grands obèses, pour le syndrome d'hypoventilation. L'hypoxie, c'est les complications. L'hypercapnie, c'est les soins continus. On sait, c'est une vision. On a une vision très claire là-dessus. Bien sûr qu'on peut utiliser un bloc interscalénique avec les restrictions qu'a donné Christophe. C'est clair, il faut être extrêmement vigilant. C'est des patients qui peuvent être extrêmement stables, etc. Normalement, on a peut-être plus d'effets délétères à utiliser une anesthésie générale qu'utiliser pour certains types d'indications un bloc interscalénique à faible dose bien mené. Voilà. Après, c'est le rapport coût-bénéfice. Il est vrai pour tout et pour tout type de patients. Ensuite, mais alors dans ces cas-là, pourquoi pas faire un suprascapulaire dans ces conditions-là pour essayer justement d'éviter le bloc du nerf phrénique. Suprascapulaire, un suprascapulaire avec un nerf axillaire. Oui, tu as 90%, mais c'est en injection unique à ce moment-là. Mais c'est efficace sur le plan attention aussi au fait que je trouve, je ne sais pas vous, ce que vous avez comme expérience, mais chez le grand obèse, on a finalement plus de difficultés que l'insuffisance respiratoire chronique qui est habitué finalement à avoir ces problèmes sous-jacents, alors que le grand obèse a vraiment besoin de la totalité
qualité de son espace pour Parce que respirer. le grand obèse est Et là, on a hypercapnique de très base. vite des ennuis avec le grand obèse. Finalement, je suis d'accord, plus qu'avec l'insuffisance respiratoire stabilisée. N'oublions pas une chose, c'est que ces gens qui ont des apnées du sommeil ou des obèses hypercapniques de base ont des à J1, J2, J3 des troubles du sommeil Oui. et des modifications du sommeil Oui, paradoxal tout à avec fait. des réactivations à J3. Et c'est à J3 que se pose le vrai problème. Oui, c'est Soit ils sont ambulatoires, vous les avez plus avec vous, soit ils sont encore Ouais, c'est ça, hospitalisés. tout à fait. Et ces patients-là, c'est là où ils vont avoir un vrai problème respiratoire, c'est J3. Enfin, la troisième nuit. La troisième nuit. Tout à fait d'accord. Alors, sur un bloc interscalénique, est-ce qu'on peut considérer que dans 100% des cas, on va avoir un bloc du nerf phrénique ou pas? Alors ça, je peux répondre à la question parce qu'on Ouais. on a fait l'expérimentation donc sur des dissections de cadavres. Et on a injecté donc au niveau des troncs, donc assez bas, volontairement, pour pas être pas être réellement au niveau du sillon. Et on a injecté, on a disséqué 22 côtés et on a injecté 3 ou 5 millilitres de bleu de colorant. Et dans tous les cas, on a eu une extension au nerf phrénique qui est devenue bleue. Alors on s'est dit oui, mais bon, bleu au nerf phrénique, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une paralysie phrénique cliniquement. Donc après, on a refait sur 30 patients, on a regardé au même endroit en injectant 5 millilitres parce que c'était la dose minimum qu'on pouvait injecter puisque c'est celle qui a été validée. Et on a à peu près, on doit avoir 60% de paralysie partielle ou complète avec ce volume-là. Donc encore une fois, la seule façon de ne pas avoir une paralysie phrénique avec un bloc interscalénique, c'est d'être sûr, c'est de ne pas faire de bloc interscalénique. Parce qu'on a quand C'est même, là, la je seule. trouve que vous avez, enfin, j'ai un peu l'impression que vous avez évacué un peu rapidement le bloc suprascapulaire par voie antérieure et le Non, nerf on l'a pas- axillaire. on l'a Je pas veux dire, c'est évacué. comme une vraie alternative. Si t'as pas envie, Mais c'est mais non, mais- pas des non, mais- blocs simples non, à mais- faire. Attention, la difficulté. C'est pas des blocs faciles à faire. Le problème reste là. parce que là, c'est les questions que posent les internautes. hein. En post-opératoire, Alors, si il je est peux évident répondre, je qu'on le réponds à fait. cette question. On est dans la distalité pour tout en ce moment. On Je est un peu réponds dans à la question, distalité je pour réponds à la tout. question, Luc. Le suprascapulaire associé au nerf axillaire, 1, c'est difficile, Ça, c'est c'est vrai. difficilement reproductible. 2, l'analgésie post-opératoire sur les 6 premières heures, elle est nettement inférieure à un bloc interscalénique. Oui. De toute Oui, manière, ça, c'est c'est vrai. évident. C'est toujours moins bien, c'est ça que tu veux dire. C'est sûr. Et à H24, on a quasiment la même chose. Mais parce qu'en post-opératoire, n'oublions pas que la chirurgie a évolué. Là, on a aussi autre chose, des alternatives médicamenteuses par voie orale, des adjuvants, des antihyperalgésiques qui peuvent vous aider à passer un cap et qui respectent la fonction ventilatoire. J'ai parlé d'OFA un peu rapidement. Il n'y a rien chez le grand insuffisant respiratoire, les grands obèses, pour la chirurgie de l'épaule, mais c'est en tout cas une alternative Oui, possible associée à ce type de bloc Ouais. distal qui épargne s'y le prête, nerf phrénique. Mais ça, pour l'instant, je parle sous le coup d'études qui probablement seront faites un jour. En prenant les précautions d'usage nécessaires que tu as véritablement évoquées dans ton topo, franchement, hein, toutes les grandes séries, les méga databases, etc., chez les insuffisants respiratoires ou les bronchopathes chroniques et chez les obèses, faire de l'anesthésie régionale plexique, y compris l'interscalénique, ça diminue les complications. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au bout d'un moment, on peut chercher, il faut être vigilant, faire attention à ce qu'on fait. Mais globalement, on diminue les complications par rapport à des anesthésies générales. Donc globalement, voilà, pour certains types de gestes, je crois qu'il ne faut pas éviter de le faire si on prend les précautions d'usage classiques. Alors on a Franchement. une question des internautes qui est plutôt technique. Quelle concentration et quel débit de ROPI pour un cathéter en interscalénique? Quelle concentration globalement, il l'a parfaitement dit Alain, il faut descendre maintenant. Donc les concentrations pour une bonne analgésie, en général, on peut utiliser de la 0,15, ça suffit largement. Et la durée, on sait que la durée pour une prothèse d'épaule, prenons ce cas-là, Voilà. mais prenons aussi une grosse coiffe des rotateurs, c'est 72 heures. On ne va pas chercher midi 14 D'accord, et heures, un c'est débit 72. de 5. Et un débit, globalement, vous savez maintenant qu'il faut mieux utiliser ce qu'on appelle les basal bolus, hein, Oui, c'est ça. surtout dans l'espace interscalénique. Globalement, c'est 2 ml/h en débit avec des bolus de 5. En général, c'est ça. Juste, Xavier, tu as parlé, donc c'était de la ropivacaïne, tu Oui, parlais. excusez-moi, Mais pour ceux de la qui ropi. utilisent nous, on a de la lévopivavacaïne, c'est de la Oui, bien sûr. 1,25. Alors, il y a une autre question qui va bien sûr dans ce sens intéressante. Pourquoi, dans ces cas-là, chez les obèses, ne pas utiliser le bis avec une aéropène à 1 mg par cc et ventiler son patient en ventilation spontanée avec une pipe pour justement Pour de la régler chirurgie majeure de l'épaule, ça peut être une solution. En gros, ça veut dire une sédation avec une ventilation à pression positive. l'AVS, et un bloc l'AVS en maintenant en pipe ventilation spontanée. sur une épaule en position Si assise. ça dure 1 heure et demie, Ça le me paraît patient ne va chaud, pas ça, le hein. tolérer. Ça va être très compliqué à Ouais, gérer. ça me paraît chaud. Et avec une possibilité même d'aggravation du problème parce que vous n'aurez pas accès aux voies aériennes peut-être, et des difficultés. Si c'est très court, une acromio,
pourquoi pas. Mais pour la chirurgie majeure, c'est probablement pas une bonne solution. Bien, je vais vous donner les résultats Attends, du quiz. oui, Oui, vas-y. Oui, juste pour compléter un petit peu pour l'histoire des cathéters et 72 heures. Je pense que là aussi, on est dans des approches de plus en plus à essayer de réduire les durées d'hospitalisation. Et nous, actuellement, jusqu'à maintenant, on faisait un arrêt pompe le matin de J2 à 4 heures, fin de nuit. Et puis, on évaluait à 10 heures si le patient n'était pas douloureux, ce qui était la majorité des cas. On enlève le cathé, il sort. Et maintenant, on commence pour gagner une journée, on va refaire la même chose le matin de J1. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a déjà 30% des gens qui n'ont plus besoin de cathéter. Et donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Ouais. Parce que, indépendamment des cathés à domicile, ça peut nous permettre déjà de permettre de faire sortir plus rapidement les patients dans de bonnes conditions. Et de faire des choix aussi. Je vais vous donner les résultats des quiz parce qu'il leur tourne. Nous avons donc 18% qui estiment que la réduction du volume d'anesthésie locale supprime la pathologie néphrénique et 89% pensent que non. Donc c'est bien évidemment, je pense, eux qui ont raison. Bien, on va passer au dernier sujet, pas des moindres, qui est un sujet compliqué. Un sujet d'actualité parce qu'on en parle depuis en fait pas très très longtemps au bout du compte. Ça fait quoi, 3, 4 ans, 5 ans 5 ans que ce sujet est abordé. C'est-à-dire dans quelle position on doit mettre ces patients en 2017 et comment gérer ces problèmes de position. Je te donne la parole, Laurent. Alors, et avant, comme d'habitude, je vous envoie le quiz. Et alors, il est vachement bien fait ce quiz, vous allez voir. Il est tordu, il est vraiment tordu, mais il est excellent. Donc, c'est à savoir que quel est le chiffre de PA moyenne minimale à maintenir en position assise pour évidemment avoir un flux cérébral de qualité. Donc vous pouvez répondre, prenez le temps avant de répondre à ce quiz parce que ce n'est pas très simple. Alors, je vais avancer encore un peu trop vite. Oui, donc, et là, c'est le drame. Ça a été déjà publié dans plusieurs revues aux États-Unis. L'incidence de... Alors, je vais rester quand même sur les complications en position assise qui me semblent les plus intéressantes. Société américaine de chirurgie de l'épaule. Vous voyez, l'incidence est relativement faible, de l'ordre de 0,04% à 0,05%, ce qui reste quand même un événement plutôt exceptionnel. Moyennant quoi, c'est probablement sous-estimé. Tous les cas ne sont pas publiés. Et puis surtout, entre le fait de sortir ad integrum après l'intervention et avec un infarctus cérébral massif, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des situations intermédiaires qu'on ne sait pas encore vraiment évaluer, mais qui pourraient expliquer peut-être certains problèmes que les patients décrivent comme des troubles de mémoire. Donc, il est quand même intéressant de pouvoir effectivement s'assurer qu'on a bien correctement assuré l'anesthésie de nos patients. Alors, pour expliquer ces accidents, il y a deux modèles qui se battent. Et on ne va pas régler la question aujourd'hui parce que c'est une question traitée par certains physiologistes et ça reste discuté. C'est le modèle de la cascade, c'est-à-dire on monte la tête, donc on est au-dessus du cœur, et plus on monte haut, et plus la pression diminue avec le gradient de pression que je vous ai mis, 0,77 mm de mercure par centimètre. Et au fur et à mesure, donc, plus le patient est assis, plus ce gradient va être élevé. Et puis, de l'autre côté, il y avait des gens qui défendaient la théorie du siphon en disant c'est un circuit fermé, donc de toute façon, ça monte, mais quand ça descend, ça diminue dans les mêmes proportions, et finalement, on s'en moque. Néanmoins, c'est quand même problématique parce que tous les accidents survenus sont survenus avec des patients en position assise. Alors, il y a un certain nombre de facteurs favorisants que je vous ai cités sur la slide, sur la diapositive. L'autre élément qui est important, c'est la courbe d'autorégulation qu'il faut bien comprendre. La courbe d'autorégulation cérébrale, et vous voyez donc qu'il y a un seuil, la limite inférieure, qui est le moment où apparaît la dépendance entre le débit sanguin cérébral et la pression de perfusion. Ce genou, en quelque sorte, est un seuil important, puisque quand vous êtes en dessous, à chaque fois que vous allez diminuer votre pression, vous allez diminuer le débit sanguin cérébral. Alors, la solution, ça serait effectivement, si on n'a pas de monitorage, de maintenir un niveau de pression élevé. Là, je vous ai mis cette étude qui est assez bien faite. Deux groupes, sédation plus bloc interscalénique et bloc interscalénique plus anesthésie générale. Et vous voyez donc sur la courbe de gauche, en haut, c'est la sédation, en bas, c'est l'anesthésie générale. Donc vous avez les petits triangles, c'est le moniteur d'oxymétrie cérébrale, et les ronds, c'est la pression artérielle. Vous voyez que sous sédation, il y a une légère diminution de la pression artérielle, et dans l'autre, l'oxymétrie cérébrale est stable. En bas, vous voyez que vous avez une diminution de la pression artérielle, mais comme on a maintenu la pression artérielle, la PM, au-dessus de 70 mm de mercure, et PM, j'insiste, mesurée au niveau du conduit auditif externe, c'est-à-dire au niveau du polygone de Willis, et vous voyez que dans ce cas-là, on conserve, malgré une chute de tension, on conserve un débit sanguin qui était mesuré
au niveau de la carotide interne, on mesure un débit sanguin suffisant qui permettait effectivement d'éviter le genre de complications. Alors, garder une pression élevée, oui, mais ce n'est pas anodin, ça a des conséquences. Vous voyez notamment, si c'est trop élevé, il y a rapidement du sang dans le champ opératoire, et là, ce n'est pas toujours facile. On augmente la pression de la pompe, c'est possible pour contrer ça, mais en contrepartie, vous avez les patients qui peuvent sortir avec l'épaule de Schwarzenegger à la fin de la... Et nous, on a eu une résorption massive aussi du fait d'un débit excessif de la pompe. On peut suggérer le décubitus latéral à nos chirurgiens, mais vous voyez que ce n'est pas toujours simple, hein, c'est 50% des équipes, et la discussion avec le chirurgien est parfois un peu compliquée quand on leur explique comment il faut qu'ils travaillent. Donc là, ce n'est pas simple. Et puis la LR seule qu'on a déjà évoquée, mais là aussi, ça peut être compliqué, parce que d'un, c'est pas toujours très confortable pour le patient, vous l'avez à côté. Et deux, c'est parfois générateur. Ça peut être un peu insuffisant, puisque en fait, si avec le bloc interscalénique, on a une bonne analgésie, ce n'est pas le cas forcément du bloc moteur, puisque le bloc moteur, il s'étend de la 11e paire crânienne jusqu'à C8, et cas qu'on ne peut pas avoir avec un bloc interscalénique seul, un bloc moteur complètement et total. Alors, une solution, ça serait pouvoir d'évaluer et de pouvoir savoir à quel moment on rentre dans la zone de dépendance. Et donc maintenant, on utilise chez nous, sur toutes nos prothèses en position assise, on utilise donc l'oxymétrie cérébrale. Vous avez le principe ici, vous avez une diode émettrice et 2 diodes réceptrices. Donc la proximale permet d'avoir une idée de l'oxymétrie au niveau des tissus superficiels, et la profonde permet au niveau du cerveau d'avoir une idée de l'oxymétrie au niveau cérébral. Donc il y a un algorithme qui soustrait l'un à l'autre et qui donne une valeur. Alors, on va peut-être enlever la photo. Donc ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est d'arriver à déterminer ce seuil, le moment où apparaît la dépendance entre le débit sanguin cérébral et la pression de perfusion. Donc là, vous avez une étude qui a été faite sur des cochons, des petits cochons à qui on a mesuré donc, par laser Doppler le débit sanguin cérébral et puis avec la NIRS faire quelque chose d'équivalent. Donc vous avez sur la gauche, vous voyez, on reproduit la partie basse de la courbe d'autorégulation et on a déterminé un seuil. Et vous avez en dessous la corrélation. C'est-à-dire que c'est quoi la définition de la dépendance? C'est le moment où apparaît une corrélation entre le débit de perfusion et entre le débit sanguin cérébral et la pression de perfusion. Quand vous êtes dans la zone plane, vous n'avez aucune corrélation. Puis dès qu'apparaît une corrélation, ça veut dire que vous êtes dans la zone de dépendance, c'est ce qui est sur les courbes du bas. Et vous voyez que là, le moment où apparaît la dépendance, ça a pu être déterminé par cette corrélation. Et vous voyez qu'en gros, que ce soit par laser Doppler ou par la NIRS, on arrive à déterminer de façon très précise le moment où apparaît la dépendance, qui va être le seuil auquel il faut probablement faire attention, parce qu'à chaque fois que vous allez diminuer la pression de perfusion à partir du moment où vous êtes arrivé à ce seuil. Donc c'est maintenant, nous, comme ça qu'on l'utilise. Alors évidemment, on n'a pas encore l'outil pour pouvoir le faire en direct. On travaille dessus pour arriver à avoir ce chiffre en temps réel. Mais c'est intéressant, ça a été validé en tout. Je vous ai mis une étude qui a été faite, c'est la dernière diapositive, mon droit. Voilà. C'est tout. Ça, c'était juste pour un petit coup d'œil pour nos collègues internes qui sont en train de se battre pour défendre l'anesthésie et la réanimation. Bien. Alors, Joli. tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Une question des internautes. Faut-il mettre le brassard à tension au bras ou à la jambe? Alors, il faut éviter de le mettre au mollet, ça c'est clair, parce que si vous êtes de plus en plus bas par rapport au triangle de Willis, c'est parfois difficile de pouvoir le mettre au niveau cervical. Donc on le met au niveau du bras. Simplement, il faut bien faire la correction. Je vous ai donné, vous mesurez, c'est pas très compliqué. Et pour avoir une idée, on raisonne en termes d'abord de pression artérielle moyenne, et on raisonne au niveau de pression artérielle moyenne au niveau du conduit auditif externe qui correspond au polygone de Willis. Donc c'est ça qui est Alors vous pouvez faire la même chose au niveau du mollet, mais il faut bien rajouter le différentiel. Et il y a plusieurs cas cliniques publiés où on a raisonné avec une pression artérielle habituelle, et quand on regardait effectivement ce qui se passait au niveau du conduit auditif et au niveau cortical, on avait effectivement des pressions qui étaient complètement effondrées. Quel est le différentiel, justement? C'est quoi le différentiel entre 0,77 mm de mercure par centimètre. Par centimètre. C'est-à-dire le cœur par rapport au conduit auditif. Un petit bémol peut-être à ça, c'est que si vous avez une feuille informatisée, vous allez recueillir une pression artérielle
qui a été mesurée par exemple ici au brassard, qui n'est pas forcément... Mais la correction que tu auras fait toi en PEROP pour te dire je suis bien, elle n'apparaîtra pas sur votre feuille. Elle n'apparaîtra pas dessus. Je vous dis ça, c'est juste pour un détail. Oui, c'est vrai. Mais en termes de management au quotidien, ça peut être un vrai problème d'interprétation. De dire on rajoute et sur la feuille d'analyse, noter qu'effectivement la hauteur était de temps. J'ai une magnifique question, je la trouve extrêmement pertinente. Peut-on aujourd'hui se voir reprocher ne pas utiliser la NIRS en Beacher? Alors, on ne va pas reprocher... Ça, là, peut-être, Xavier aussi peut répondre. Ça va être difficile. On ne peut pas reprocher à partir du moment où, effectivement, vous avez tenu compte de ça et que vous avez mené votre anesthésie de façon à maintenir. Mais il est clair que si il y a une complication post-opératoire et que vous, sur la feuille d'anesthésie, vous étiez à 60 de PM, vous avez mesuré avec 60 ou 70 de PM, comme on l'a vu dans un cas clinique qui était mesuré au niveau du mollet, là, on peut vous dire, attendez, il y a un vrai problème. Est-ce que la NIRS, c'est une aide, c'est pas ça qui va régler les problèmes. C'est une aide qui s'inscrit dans une approche globale qui intègre un certain nombre d'éléments, dont la NIRS. La question qui suit derrière est pertinente, là c'est peut-être Xavier qui peut y répondre. La SFAR ne pourrait-elle pas recommander l'utilisation de la NIRS, ou au moins du BIS? En tout cas, ça permettrait aucun intérêt le BIS. Aucun intérêt le BIS. Oui, non, mais que les gens, voilà, c'est important ce que dit Laurent, que les gens ne confondent pas. BIS et NIRS, ça n'a rien à voir. C'est pas la même technologie. Non, pour l'instant, non, on peut pas recommander ça, même s'il faut être extrêmement vigilant. Ce qu'on peut recommander, c'est exactement ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire extrêmement vigilant sur le gradient de pression et maintenir une pression dont Laurent va nous donner la réponse par rapport au quiz que tu as signifié. Mais clairement, après, le NIRS, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement utile. Nous, on l'utilise pour la position Beacher, on a la même vision que Laurent en orthopédie, et on l'utilise également pour les nouveau-nés, mais ça, c'est autre chose. Mais clairement, on a une vision d'utilité au NIRS. Maintenant, ce qu'on peut recommander, c'est comme dire actuellement, tu peux pas faire d'ALR sans échographe. Tout le monde le pense en dessous, mais globalement, une recommandation qui serait de dire si tu as quelque chose et tu n'as pas utilisé l'échographe, tu es potentiellement condamnable. Là, c'est pareil. On est dans une vision. Mention peut-être aux antécédents d'AVC, des choses comme ça. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences, des vrais besoins, les conséquences d'un flux cérébral très bas, c'est quand même dramatique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. On parle pas effectivement, bien que rare, bien qu'exceptionnel, parce que je vous ai donné les incidences. Puis je vous dis, c'est peut-être que la partie émergée, l'iceberg. Franchement, sous-estimer les incidences. Alors, tu sais qu'il y a un travail qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ce qu'on appelle les strokes qui passent inaperçus. Et franchement, il y a des petites suspicions sur la sous-déclaration du risque lié au Beacher position. Moi, j'ai eu des retards de réveil en salle de réveil quand même. Moi, je pense qu'il faut bien redire, parce que la NIRS est une aide, ça c'est indéniable. Maintenant, comme on ne fait plus d'écho, on fait plus d'ALR sans écho, on fait plus d'épaule nous sans la NIRS, elle s'intègre dans la prise en charge. La NIRS a des limites, on ne pouvait pas en parler aujourd'hui, non, c'est pas le sujet. Une question à part entière, elle a des limites qu'il faut connaître. Et ça, mais vraiment, en tout cas pour la chirurgie de l'épaule, comme on est dans une situation relativement stable une fois que l'intervention est partie, c'est un outil intéressant et qu'il faut bien pouvoir utiliser. Alors justement, la question de l'internaute, moi je la trouve une autre question qui est extrêmement pertinente parce que c'est la vie de tous les jours. Que faire quand le chirurgien exige une hypotension? Voilà. On s'est posé la question, que les choses soient claires. On s'est tous posé la question autour de la table. C'est une question parce que ça s'est passé c'est comme la vraie ça vie, quand j'étais. La pression du chirurgien. Quand on a commencé à se poser la question avant d'avoir la NIRS, ça donnait lieu à une discussion assez virile, on va dire, avec le chirurgien. Ça, j'imagine, oui. Je lui avais même dit, si c'est mon gamin, on l'endort pas en position assise comme ça, sans surveillance. Et il m'a dit, écoute, je n'opérerai pas ton gamin. Enfin voilà. Donc bref, ça donnait lieu. Et puis, on a introduit la NIRS, on est allé voir un peu ce qui se passait avec ça. Alors du coup, il y a un élément important, c'est qu'on voit sur la NIRS, quand vous avez un chiffre, ça, tout le monde, le poids du chiffre, indépendamment de tout le reste, ça marque, quoi. Et donc le chirurgien, on lui tourne le truc, on dit, tu vois, là, on a perdu moins 10, moins 15%. Donc on est obligé de remonter. Et maintenant, on s'adapte au cours de l'intervention, et même chez nous, c'est même l'IAD qui gère la pompe et qui remonte en fonction pour pouvoir maintenir et éviter ça. On arrive à la fin, malheureusement, de cette émission passionnante. Je vous remercie. Vous avez vraiment animé un débat, c'était vraiment superbe. Juste, j'imagine qu'on utilise des alpha+, de l'éphédrine pour faire remonter la tension. C'est ce qu'on choisit. Tout à fait, ouais. D'accord. Bon, écoutez, je crois que cette émission va se terminer. Je vous invite
Ah oui, le résultat du quiz, absolument, on va terminer par ça. Vraiment, la gestion des quiz, j'ai un peu de mal, mais je vais y arriver. On a encore un peu moins, je pense. 15 secondes. Malheureusement, 15 secondes. Donc, vous pouvez revoir cette émission en replay, bien sûr, sans problème. Et je ne veux pas y arriver. Je vais y arriver, le quiz. Ah ben, on y arrive, chirurgie de l'épaule. Eh oui, je sais. Voilà, le résultat du quiz, c'est 7% pour à 60 mm de mercure, 70% pour ce qu'il faut, 43% pour ce qu'il faut 70 et 50% 80. Je vous remercie à tous, au revoir, et on continue avec un symposium.